Je vais vous présenter ce que j'entends par faire communauté ou ne pas faire communauté justement au sein du surréalisme qui peut à la limite se faire par le biais du livre. Hiératique, regardant droit dans l'objectif de l'appareil photo de Marion Calter, elle se tient debout, légèrement en retrait par rapport à une statue en pierre décapitée. Avec sa coupe au carré et la frange descendant jusqu'au-dessus des sourcils, malgré les habits anachroniques, elle a l'air d'une pharaone sortie de son sarcophage. La proximité entre le sujet féminin qui pose, et en est conscient, on dirait, et l'objet d'art imposant a tout pour nous intriguer. Le jeu d'ombre et de lumière qui préside à cette mise en scène photographique en noir et blanc contribue à amplifier la tension entre l'ici et l'ailleurs, entre un passé lointain et le présent de la prise de vue. D'autres portraits confirment l'image énigmatique dans laquelle semble se plaire et complaire l'écrivaine, qui se qualifie elle-même dans l'un de ses poèmes de 1953 d'étrange demoiselle, qui a été repris sur la 4e de couverture de cette autre réédition dépourvue d'images qu'on a déjà évoquée. Donc je cite un extrait. « Les machinations aveugles de tes mains sur mes mains frissonnant, les mouvements lents de ta langue paralysée dans mes oreilles pathétiques, toute ma beauté noyée dans tes yeux sans prunelle, la mort dans ton ventre qui mange ma cervelle, tout ceci fait de moi une étrange demoiselle. » Fin de citation de Gris. Ce qualificatif est d'ailleurs repris dans le sous-titre de l'ouvrage de Marie-Laure Missire, Joyce Mansour, Une étrange demoiselle, publié en 2005. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur la critique consacrée à Mansour, qui se contente la plupart du temps d'être biographique. Qui parmi vous, avant la journée d'études organisée par Ève Lemieux-Cloutier et Silvano Santini, aurait reconnu sur l'image inaugurale l'écrivaine d'origine britannico-égyptienne? Pour combien de littéraires même n'est-elle qu'un nom auquel il serait difficile d'associer une œuvre, et quel lecteur, lectrice pouvait imaginer derrière la poète de Cri, 1953, poème jugé scandaleux au Caire, parce que débarrassé de tous les tabous. Donc qui aurait pu imaginer derrière cette poète-là, non seulement une spécialiste du saut en hauteur, mais également une championne de course à pied. C'est ainsi qu'est présenté Mansour dans la succincte notice biographique inscrite sur le rabat de la couverture de Carré Blanc, paru en 1965. Mansour fait partie de ce que, dans Subversive Intent, Gender, Politics and the Avant-Garde, Susan Rubin Suleiman désigne comme la position de la double marginalité par rapport au centre du mouvement surréaliste, marginalité dans laquelle se retrouvent les femmes auteurs et artistes issues de la 2e et de la 3e génération de créatrices surréalistes. Comme Léonore Fini, Bona de Mondiargue, Nelly Kaplan, Unica Thurn ou Dorothea Tanning, Mansour se rapproche du mouvement et s'inspire de ses principales valeurs. Très grossièrement dit, l'inconscient, le merveilleux, le rêve ou le cauchemar, peut-être plus souvent, la folie, Eros et Thanatos. Elle se rapproche du mouvement à un moment où le zénith a été franchi depuis quelque temps déjà, un moment historique donc, où la centrale surréaliste ouvre plus généreusement ses portes aux créatrices que durant les années de gloire, pour aller vite, et cela mériterait bien sûr d'être nuancé. Ça a été dit, Mansour est née en Angleterre, à Bowdon, comme Joyce Patricia Yates. Elle a grandi dans les milieux bourgeois du Caire, elle fait des études en Grande-Bretagne et en Suisse, adopte le français en 1949, je pense que c'est vraiment un détail non négligeable. Écrire de la poésie dans une langue étrangère ne va vraiment pas de soi. Donc elle adopte le français en 1949 grâce à son second mari, Samir Mansour, issu de la colonie française du Caire et avec lequel elle vit entre le Caire et Paris. En 1954, après avoir rencontré un premier succès avec le recueil déjà mentionné aussi, Cri, publié l'année précédente chez Segers, Mansour s'installe définitivement à Paris
où elle côtoie rapidement le cercle de poètes et d'artistes visuels autour de Breton. Et c'est peut-être aussi un autre problème sur lequel on pourra revenir. Donc ces artistes visuels et des poètes aussi, c'est André-Pierre de Mondiargues, Henri Michaud, Pierre Alchinski, Hans Bellma, Mata et Wilfried Olam, entre autres. L'œuvre mansourien est essentiellement poétique, mais comporte également des récits, Les gisants satisfaits, Jules César, Histoire nocive, de même qu'une pièce de théâtre, Le bleu des fonds, publiée une première fois en 1959 dans le dernier numéro de Le surréalisme même, puis reprise en 1968 chez l'éditeur Le Soleil Noir. Marqué par l'étrangeté, selon John Herbert Matthews, une autre biographie, Joyce Mansour, 1985, les textes marient le plus souvent les contraires. Je cite, « L'amour et la mort, l'angoisse et le désir, le plaisir et la souffrance, pour mieux les confondre en une seule réalité dévorante. » J'ai prévu deux moyens moments de réflexion. Grand moment, ça fait un peu beaucoup, ça fait un peu prétentieux. Donc, premier moment de réflexion. Comme j'ai beaucoup travaillé sur la démarche collaborative au sein du surréalisme, au sein des avant-gardes, donc je vais vous parler de ce qui en est chez Mansour à propos des œuvres collaboratives. Dès la fin des années 1950, Mansour collabore avec des artistes plasticiens, parmi lesquels, justement, Hans Bellmer, qui a réalisé la couverture pour Jules César. Elle collabore également avec Mata pour Les Damnations, avec Enrico Bach et Pierre Alchinski. C'est avec ce dernier, le peintre et graveur belge, membre fondateur du groupe Cobra, une avant-garde internationale, c'est avec ce dernier que l'écrivaine réalise 2 livres dits surréalistes. Le recueil de poésie Carré Blanc, je vous ai mis les dates pour que vous puissiez les situer, et la pièce de théâtre mentionnée il y a un instant déjà, Le bleu des fonds, publiés tous deux chez l'éditeur Le Soleil Noir. Je vous présente rapidement Carré Blanc en guise d'exemple d'un travail collaboratif qui fait écho à l'idéal surréaliste du décloisonnement des frontières entre diverses formes d'expression artistique, c'est-à-dire entre les arts et les médias, au sein de l'objet livre, comme espace de rencontre, de partage et d'expérimentation. La dédicace toute simple à André Breton, le nom est écrit en majuscule et j'imagine que ça veut dire quelque chose. Il y a plusieurs autres ouvrages qui sont dédiés à André Breton, rappelle le lien de complicité amicale entre Mansour et le chef de file surréaliste, sur lequel insiste Marie-Francine Mansour, donc sa belle-fille, c'est bien ça, je confonds parfois les liens familiaux, dans son ouvrage Une vie surréaliste, Joyce Mansour, complice d'André Breton, publié en 2014, comme s'il fallait encore en cette année-là ramener la trajectoire de la poète à la star, dans le sens d'étoile bretonienne. L'illustration de Pierre Alchinski, placée en première de couverture, suggère un jeu de miroir avec le titre de l'ouvrage par le biais d'un encadré blanc qui contient le dessin de 2 figures un peu étranges dont l'une s'apprête à dévorer l'autre. Le dessin déborde, on le voit lorsqu'on étale le livre, comme je l'ai fait, sur la 4e de couverture et sur le rabat de couleur orange. Il n'y a pas d'image à l'intérieur du livre de cette édition, mais le désir d'intégrer l'autre, d'épouser l'altérité, traverse le recueil d'un bout à l'autre. Composé de 3 parties, où le bas blesse, le bas est écrit B-A-S et non B-A à circonflexe T, l'heure érogène et vers fumée, qui contiennent respectivement 19, 32 et 33 poèmes de longueur variable. Le recueil fait valoir un imaginaire de l'entre-deux, essaimant une bonne partie de l'œuvre de la poète. L'Occident et l'Orient, on l'a entendu dans les poèmes de tout à l'heure, entre bien sûr Eros et Thanatos, désir et souffrance, et surtout aussi entre le français et l'anglais. Emprunt, on ne s'en étonne guère, de la thématique érotique à laquelle on associe généralement Mansour et à laquelle on la limite d'ailleurs très souvent aussi, et qui sera abordée cet après-midi par Alexis Lucier et Ève Lemier-Cloutier elle-même.
les poèmes regorgent de références moyennes orientales, notamment à la capitale égyptienne, aux folles pleureuses de Rhoda, dans Funéraire comme une attente de vie, au pays desséché et secret, à la Judée, la Galilée et encore aux pyramides qui s'érigent sur la plaque tournante de midi dans le poème « La porte la nuit est fermée à clé ». Brassant les cultures et les langues, on perçoit donc plusieurs traces de l'anglais, comme je l'ai mentionné, dans Sonne n'écoute personne, n'écoute père. L'arabe en moi grelotte sur chaque marche de chair, soumise. Ailleurs, comme dans Au-delà de la houle, sont évoqués Paris, Notre-Dame, Londres, la Tamise et la femme orientale du récit. À ce mélange culturel répond la propension d'Alchinski dans les années 50 à intégrer à ses pratiques esthétiques la peinture chinoise et la calligraphie japonaise, puis dans les années 1960 la peinture acrylique et surtout l'encre noire. Ce qui rend singulier le livre à carré blanc, c'est le tirage de luxe à 80 exemplaires imprimés par le Soleil Noir sur vélin d'arche, donc c'est un papier vraiment très luxueux, et présenté, comme vous le voyez ici, en emboîtage noir à fenêtres animées. Cette édition contient 5 eaux-fortes et 2 aquateintes en 2 couleurs d'Alchinski, ainsi qu'un poème inédit de Mansour. Le dispositif texte-image, adopté par les 2 collaborateurs, auquel il faudrait probablement ajouter l'éditeur, mérite notre attention. Les eaux-fortes ne sont pas insérées dans le recueil lui-même, mais l'accompagnent dans un coffret à part. Le dialogue entre le textuel et le pictural s'en trouve ainsi différé, le livre récusant toute fonction illustrative des poèmes par les images. Ou pour le formuler avec les mots de René Rees-Hubert, l'image n'est pas une paraphrase visuelle du texte, comme c'est le propre généralement du livre illustré, style 19e siècle. Si l'hybridité caractéristique du livre surréaliste ne prend pas forme sur la même page ou sur la double page, il s'établit néanmoins un système de relations globales entre les poèmes de Mansour et les eaux-fortes de Alchinski à travers les figures insolites, quelque peu menaçantes pour certaines, et les formes géométriques parmi lesquelles on remarque l'escargot et le labyrinthe. Le dispositif original du textuel et du pictural fait de carré blanc un véritable livre-objet, c'est une terminologie qui existe dans l'espace de l'histoire du livre que vous connaissez probablement. En 1968, tel que mentionné tout à l'heure, Mansour et Alchinski récidivent et publient Le Bleu des fonds. Représenté pour la première fois le 18 avril 1967 au Café-Théâtre de l'Absidiole, la pièce s'inscrit dans la tradition iconoclaste de Victor ou les enfants au pouvoir de Roger Vitrac, présenté en 1929 déjà. Le huis clos de 3 personnes, Maude, son mari Jérôme et le père de Maude, intitulé Le Père, se termine par le meurtre du patriarche. Pardonnez-moi pour l'extrême simplification du contenu de ce théâtre à poésie, le terme est de Stéphanie Caron, mais je convoque ce deuxième exemple d'œuvre collaborative pour signaler que les dessins d'Alchinski occupent le haut de chaque double page, traversent le livre en bande continue, telle une frise, et que le dispositif texte-image diffère donc remarquablement de celui de Carré Blanc. Ces 2 livres surréalistes, de concert avec les autres ouvrages, se contentant le plus souvent d'afficher l'image d'un artiste sur la couverture, m'amène à constater que Mansour ne semble pas avoir côtoyé ses homologues féminines, gravitant de près ou de loin autour de la nébuleuse surréaliste, la plupart du temps dans un premier mouvement d'affiliation, généralement à l'un des éminents représentants, écrivains ou artistes. Vous pensez avec moi à Jacqueline Lombard et à Breton, à Gala, qui était la première épouse de
d'Éluard et ensuite celle de Dali, à Carrington Ernst, à Valentine Penrose, Joan Penrose, et ainsi de suite. Donc la ligne est assez longue. Donc premier mouvement d'affiliation, suivi d'un second mouvement de désaffiliation. Je demande si ce second mouvement de désaffiliation n'a pas eu lieu dans le cas de Mansour. Si la démarche collaborative a tenté Joyce Mansour à des moments précis de sa trajectoire, elle n'a jamais sollicité le concours d'une peintre, d'une photographe ou d'une dessinatrice, contrairement à d'autres créatrices de sa génération ou de la génération précédente. Il suffit de penser à l'étroite collaboration assez unique en son genre, il faut l'avouer, qui relie Claude Quin et Marcel Maury tout au long de leur vie et dont témoignent les chroniques de mode qui viennent d'ailleurs d'être rééditées chez Jean-Michel Place dans un très bel album que je vous recommande, donc dont témoignent les chroniques de mode, Vue et Vision, un recueil de poésie hybride, Aveux non avenus, que je veux montrer ici, en fait ça c'est la page couverture, les supports matériels de résistance, tracts, pancartes, objets détournés, ainsi que les innombrables portraits, autoportraits, photomontages et objets surréalistes qui circulent partout sur Internet. On pense également au cœur du pic, je vous laisse regarder puis identifier les couvertures de Lise de Harme et Quin, Au poids d'un oiseau et à Eau violette, La politesse des végétaux, de Harme et Léonore Fini, sans oublier 2 livres surréalistes réalisés par Annie Lebrun et Toyen, artiste tchèque, soit Sur le champ et Annulaire de lune. Mansour est absente de cette scène de collaboration au féminin, comme je les appelle dans mon ouvrage « Apparaître », si tout se passe bien cet été au PUM, je ferme la parenthèse, d'autopromotion, je trouve un peu détestable, excusez-moi. Elle n'est pas la seule, auriez-vous peut-être envie de rétorquer, donc elle n'est pas la seule à être absente de cette scène de collaboration au féminin, et je vous donnerai raison sans hésiter. La question d'une paradoxale présence-absence des créatrices surréalistes sous forme d'une communauté au féminin au sein de mouvements ou alors dans ses marges, pour reprendre la métaphore de la double marginalité, m'intéresse dans la deuxième partie de mes réflexions, placée sous le signe de la communauté œuvrante. Si plusieurs créatrices surréalistes semblaient se connaître plus ou moins intimement, si elles se fréquentaient à l'occasion de réunions de groupe, lors de la signature d'un tract ou d'un pamphlet, si elles étaient conviées à participer aux expositions surréalistes nationales et internationales, si elles accédaient également au réseau de publications, revues, maisons d'édition, et que de manière générale, elles jouaient un rôle significatif dans la conversation surréaliste, comme le formule Catherine Conley, pour faire valoir la circulation des idées et des échanges entre membres d'une même communauté, elles ne paraissaient pas se percevoir ni vouloir se constituer en groupe à l'intérieur du mouvement fondé en 1924. Comment se manifestait-elle alors sous forme de lien entre certaines écrivaines, photographes, peintres, dessinatrices et cinéastes? Les relations d'amitié, chères aux avant-gardes de l'entre-deux-guerres, prennent des formes concrètes lorsque Dora Maar photographie Nouch Éluard dans une pose de rêveuse, Lise de Harme devant sa cage à oiseaux et Léonore Fini assise sur une chaise dans une pose érotique. Quand Claude Quin réalise des portraits photographiques de Jacqueline Lamba seule ou en compagnie de sa fille Aube. Quand Lola Alvarez Bravo saisit Frida Kahlo et son reflet dans un miroir, lorsque Bonnat de Mondiac peint Unica Thurn selon l'esthétique de la courte pointe et que Lee Miller immortalise Meret Oppenheim en version solarisée. Outre ces portraits de l'autre, elle ne rédige pas de préface ni de postface au livre signé par l'une des romancières au poète à l'étude, laissant ce rôle tutélaire aux écrivains et artistes consacrés du mouvement. Éluard signait la préface du Corps de pique de Harme et Quin, ainsi que celle d'Herbe à la lune et de Don des féminines de Penrose. Georges Visa, Patrick Walsberg et Hans Bellma encadrent de leurs propos oracles et spectacles de Thurn. Radovan Ivšić
rédige l'avis au lecteur de Sur le champ de Lebrun. Présent sur les rabats du livre, André-Pierre de Mandiargue guide le lecteur vers le réservoir d'essence de Nelly Kaplan. Si de fait les affinités lectives sont indéniables, et si la notion de partage est inscrite à même la démarche de plusieurs écrivaines et artistes, les liens entre elles ne sont pas abordés de front. La question d'une communauté de créatrices et, selon cette idée, d'une solidarité au féminin se pose différemment pour les exilés au Mexique, contre lesquels semblait avoir régné un sentiment d'appartenance à un groupe ou à un sous-groupe. Ainsi, Léonard Carrington, Remedios Varo, Cathy Horna, Alice Raon et en partie Frida Kahlo partagent-elles leur passion pour la peinture, l'écriture, la photographie et pour la cuisine, parce qu'en effet, elles ont cuisiné ensemble. Les idées circulent alors à travers un réseau aux maillons plus perméables que dans le groupe surréaliste parisien. Les liens d'amitié s'avèrent propices au travail de chacune, sans que cela ne donne pour autant à des projets collaboratifs entre elles, en tout cas pas sous forme de livres hybrides. Malgré l'absence réelle d'une communauté surréaliste au féminin, il est possible de construire d'un point de vue épistémologique un espace qui leur soit commun et auquel on peut a posteriori rattacher nombre de créatrices engagées dans un projet collaboratif. Il s'agit du livre surréaliste comme point d'aboutissement d'une démarche collaborative inspirée de l'économie d'échange et de partage. Durant une cinquantaine d'années, poètes, romanciers et artistes œuvrent en effet autour de l'objet livre en mettant en valeur l'idée d'une co-création, d'une écriture à quatre mains prônée par l'avant-garde comme praxis interartistique et éthique de partage. C'est en ce sens que je propose l'idée d'une communauté œuvrante pour évoquer les divers travaux collaboratifs dont la visée est, pour aller vite, de mettre à mort l'idéal romantique obsolète du génie solitaire dans sa tour d'ivoire, comme l'a montré très clairement Michel Lafon et Benoît Peters dans Nous est un autre, enquête sur les duos d'écrivains. Les œuvres collaboratives de Deharme et Miro, de Cain et Moore, de Carrington et Ernst, de Mansour et Alchinsky, de Lebrun et Toyen, de Sage et de Buffet, tous des récidivistes d'une part, et les collaborations étant restées uniques comme dans le cas de Belen et Masson ou dans celui de Tanning et Ernst d'autre part, montrent que le génie peut également se décliner au dual, voire au pluriel, si l'on accorde à l'éditeur, éditrice, le rôle du tiers parmi les collaborateurs. C'est par l'usage créatif des arts et des médias au sein de l'espace livresque que les autrices et les artistes, toutes à l'origine des couples créateurs que je viens de mentionner, ont réussi à porter la mémoire d'un surréalisme à géométrie variable bien au-delà de sa fin historique comme mouvement d'avant-garde qu'on détermine généralement avec la mort, évidemment, toujours de Breton, en 1966, ou alors par le manifeste de dissolution signé Jean Schuster en 1969, publié dans Le Monde. Donc ce sont les livres d'ailleurs que nous possédons, les livres de Joyce Mansour que nous possédons à l'Université de Montréal, à la Bibliothèque des livres rares et collections spéciales, si jamais vous avez envie de les consulter en attendant une réédition. Pour ne pas conclure, de manière générale, le livre surréaliste, qu'il soit de nature mixte, comme dans le cas des ouvrages hybrides de Joyce Mansour et Pierre Alchinsky, ou qu'il donne forme à la complicité de deux collaboratrices, j'ai cité plusieurs exemples, apparaît comme un médium permettant la conjonction de deux forces créatrices mues par le désir d'expérimenter des modalités qui visent à faire dialoguer l'écrit et le pictural à travers des rapports de collusion et de collision dans des dispositifs livresques variables. La rencontre avec l'autre soulève une série de questions qui peuvent nous intéresser encore aujourd'hui face au retour de l'écriture à quatre mains ou de la co-création. Je pense au recueil « Nous ne sommes pas des fées » de Louise Dupré et Wanessa Younsi, publié l'année dernière. Je pense également à l'essai « Kouei, je te salue », Conversation sur le racisme de Denis et Alice Béchard,
et Natacha Canapé-Fontaine, ou encore, dernier exemple, un peu moins récent, au magnifique livre-objet Parfois les astres de Denise Deshôtels et Louise Dupré, réalisé d'ailleurs en étroite collaboration avec l'éditeur québécois Jacques Fournier. À qui revient le rôle d'instigateur et instigatrice d'une démarche collaborative? Comment s'effectue le partage des compétences dans le cas d'une œuvre hybride, de la couverture à la quatrième de couverture, en passant par le corps du texte image? Comment est composée la double page en tant qu'entité à part entière ou comme lieu de passage vers les pages précédentes ou suivantes? De quelle manière peut-on imposer sa voix, sa vision, tout en respectant le terrain de l'autre? Quelle posture devrait adopter le lecteur, la lectrice, en ouvrant ses livres où se côtoient l'écriture et l'image, sous forme de peinture, de photographie, de dessin, de collage ou d'eau forte, comme dans le cas de la collaboration de Mansour et d'Alchinski. Je termine définitivement. D'une époque à l'autre, l'œuvre hybride nous rattache à la matérialité de l'objet. Vous l'avez entendu, j'y suis vraiment très attachée. Nous invite à la tactilecture, terme que j'emprunte à Emmanuel Pelard, nous invite à renouer avec l'expérience du sensible. Son fonctionnement comme des vases communicants, concept chéri par les surréalistes, on s'en souvient, montre la fécondité de l'être ensemble et du faire en commun. Bref, la fécondité de la littérature dans ses rapports aux arts visuels, dont le cinéma. Et voilà que la passerelle a été jetée vers mon complice en avant-garde, Silvano Santini.